Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle des courtiers immobiliers sans scrupules. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. Salut David. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce matin, il y a une nouvelle baisse du taux directeur qui a été annoncée par la Banque du Canada. Donc, le taux directeur a diminué d'un quart de point pour le faire passer à 4,25. Selon toi, est-ce que tu vas devenir riche maintenant? Excusez-moi, j'avais accroché le bouton. Je pense, petit problème technique. Exactement. J'allais dire, je ne sais jamais, moi, si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, tu sais. Parce que, tu sais, ça l'a démontré, en tout cas, dans les dans les 3 dernières années, quand le taux était tellement bas, ça a fait une inflation monstrueuse. Fait que, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais en même temps, les acheteurs, tu sais, ils veulent pouvoir acheter. Fait que c'est une bonne nouvelle, mais si ça descend trop bas, c'est pas mieux non plus. Fait que je pense que ça serait. Je pense à ce taux-là, quand même, c'est quand même bon. C'est pas trop bas, pas trop haut. Ça se maintient. Fait que je sais pas, pour moi, je vais devenir riche, mais en tout cas, les acheteurs vont être contents, ça, c'est sûr. Exact. Et check, au Canada, l'économie a affiché une croissance de 2,1% au deuxième trimestre. Ouais. Une progression tirée par les dépenses publiques et les investissements des entreprises. Dépenses publiques, là, c'est pas mal ça qui a fait que la croissance a augmenté de 2,1%. J'ai écouté plusieurs experts, comme tu sais, de la bourse et l'investissement. Et hier, il y a un ministre qui disait que 99% de notre PIB vient de l'immigration. Ah ouais? Il a été repris par le ministre Combien de pourcentage? Je crois que c'est Fraser. Ouais, il a dit 99, mais là, Fraser il a dit par après 50 ou 60%. Alors, pas 99, ça n'a aucun sens. Exact. Mais j'ai dit, oh, il vient de dire la vérité. OK. Parce que c'est ça le gros problème. Hein. Ça, c'est une des raisons pour laquelle ils ne veulent pas arrêter l'immigration de masse. C'est que c'est une grosse partie de notre PIB. Et s'il arrête l'immigration, on comprend que l'économie va tomber. Ouais. Mais c'est plus que l'immigration, plus qu'il va y avoir de travail mis en place. Ben, plus y avoir d'emplois pour aider ces personnes-là, pour les chantiers, parce qu'il faut aussi les accueillir, tu sais, les infrastructures, etc. Exact. Donc, c'est à voir. Maintenant, on passe au sujet, pas controversé, mais un sujet piquant, croustillant. Donc, il y a un courtier immobilier qui a été jugé coupable d'avoir compromis son indépendance. Ouais. Donc, le président de la comité de discipline, Patrick Neville, balait aussi revers la main un témoignage qui a mis sur place une stratégie lucrative familiale. Donc, mais ça, on ne connaît pas exactement le contexte, mais on le sait un petit peu dans l'article. Oui. Mais dans le fond, le gars, il s'est appelé pour vendre une maison. Il prend le contrat. Finalement, dans le fond, ses acheteurs, c'est son fils puis sa bru. Tu sais. Voilà. Ça n'a pas été divulgué. Voilà. C'est ça, grosso modo, le trouble. Ouais. Donc, c'est aussi pire que s'il l'achetait pour lui. Tu sais, on avait eu un autre. Tu sais, je pense que c'était tardif. Là, il y avait un autre article sur lui là, qui avait exact. eu l'équipe tardif. Mais lui, ils achetaient pour lui. Tu sais, mais c'est le même principe si c'est pour sa famille. Tu sais. Exactement. Donc, son fils et sa bru achètent la propriété d'un de ses clients en octobre 2020. Okay. Et l'avis de divulgation restait muet sur les liens familiaux qui unissaient les trois personnes. Mais il y avait un avis de divulgation. Il y avait un avis de divulgation, c'est ça. Est-ce que Michel Michaud qui l'a mal rempli ou c'était prémédité ou les acheteurs en ont profité? Parce que s'il l'a rempli, c'est sûrement qu'il leur avait dit au final.
C'est ça, exactement. Il a mal rempli, puis là, ça a pas été, il aurait fallu qu'il le remplisse comme il faut. T'sais. En tout cas, je ne connais pas l'histoire au complet, je n'ai pas vu le jugement. Oui, exactement. On n'a pas vu le jugement, on n'a pas les faits, et c'est pas pour dire nécessairement que le monsieur il est dans le tort. Non, exact, c'est juste parler, si on lit l'article, on va lire tantôt, là, juste pour qu'on ait les deux côtés. Il dit qu'il n'y a pas eu d'intention. Donc, le comité de discipline a été d'accord qu'il n'y a pas eu de malintention, de mauvaise foi. Ça a été mal divulgué, dans le fond. Je crois que c'est ça. Donc, lors de la livraison de sa plaidoirie, a toutefois précisé qu'un courtier a le droit de détenir un parc immobilier. Donc, les courtiers immobiliers peuvent acheter pour eux-mêmes. Oui, exact. Immobilier. Leurs familles aussi peuvent avoir un parc immobilier. Mais il faut qu'il y ait un avis de divulgation qui indique les liens familiaux. Exact. Et toi, tu es mieux placé, David, pour nous expliquer maintenant les petits détails quand quelqu'un t'appelle, c'est quoi le processus? Ça, c'est déjà du moins pire au pire. Mais je trouve ça un petit peu pire quand c'est le courtier qui achète pour lui-même. Je ne sais pas dans cette situation-là, ce qu'il a affiché sur le marché, ça a-tu été affiché sur Centris? Ça, on ne sait pas. Là. Mais mettons que moi, quelqu'un m'appelle, il veut que j'évalue sa maison, il veut que je mette la maison en vente. Si moi, je l'achète avant de la mettre en vente, j'ai un conflit d'intérêt vraiment énorme. Ça, c'est extrêmement grave, je trouve. Parce que, moi, les clients, mettons, j'ai des clients qui me font confiance. Puis je pourrais, ça serait facile, là, de duper ces personnes-là. Fait que ça, je trouve vraiment que c'est un crime assez grave. Mais dans cette situation-là, j'aimerais, c'est ça. Mais c'est un peu le même principe, si ton acheteur, c'est quelqu'un de ta famille, il faut absolument le divulguer. C'est pas interdit. C'est juste qu'il faut que le vendeur soit au courant pour que lui, parce que si, exemple, il voit que c'est pour la famille, puis là, visiblement, il va avoir un conflit d'intérêt. Peut-être que cette personne-là va s'informer plus en détail, savoir est-ce que le prix de sa propriété est bonne. Est-ce que le courtier il a fait une bonne évaluation ou il agit? C'est parce que le client, c'est cette personne-là qui vend. La personne qui vend, c'est son client, c'est pas son enfant. Mais là, il risque, il représente les intérêts de son enfant, mais c'est les intérêts de son client qu'il faut le contrat dit que tu représentes les intérêts du vendeur. Fait que c'est là que c'est problématique. Exact. Donc, disons que moi, je t'appelle, je dis, David, viens-t'en, je veux vendre ma maison. Là, toi, tu arrives, tu vois que la maison que j'ai à vendre t'intéresse. Ouais. Ça serait quoi le processus, si on veut, légal là, que toi, tu ferais pour que le vendeur vende en connaissance de cause? Je le ferais juste pas. Je pense qu'à ce stade-ci, c'est interdit, tu sais. Ou sinon, la chose qu'il faudrait faire, ça serait appeler un autre courtier, mais là, sur le marché, un coup que ça a été mis sur le marché pour que 100% des acheteurs qui étaient intéressés ont eu la chance d'avoir la propriété. Là, je pense que j'aurais le droit dans cette situation-là. Oui, tu aurais le droit, moi aussi, je crois. C'est la seule, comme de cette façon-là, la personne ne serait pas désavantagée parce qu'elle l'a mis sur le marché avec un autre courtier. Il a fait faire une évaluation par un autre courtier. Puis, le but, c'est pour vendre au meilleur prix, il faut que tu puisses l'avoir affiché au maximum d'acheteurs potentiels. Dans cette situation-là, je pourrais peut-être potentiellement me battre contre d'autres acheteurs, mais les autres acheteurs n'auraient pas. Le vendeur a eu la chance de montrer cette maison-là à tous les acheteurs potentiels. Voilà. Mais dans l'autre. Mais je pense que ce serait pas la seule possibilité. Sinon, si je veux l'acheter, en fait, il faut que je mette mes intérêts de côté, puis je représente la personne dans le cadre du contrat de courtage qui est de vendre la propriété au plus offrant, qui ne serait pas moi. Fait que moi, je le ferais juste pas. Parfait. Donc, c'est ça, c'est que les gens doivent comprendre, c'est que lorsque le vendeur veut vendre, il veut avoir le meilleur prix, obviously. Lorsque le courtier arrive chez eux, le ou la courtière arrive chez eux pour évaluer la propriété, alors, imaginez-vous que le courtier voit une opportunité si le client dit « Je veux 400 000 pour ma maison ». Et le courtier sait très bien que la propriété vaut 475. Ah oui, mais c'est parce qu'il connaît le marché. C'est ça qui est dangereux. Donc, dans ce temps-là, le courtier peut dire parfait, on l'inscrit à 410 là, pour prendre une chance. Là. Ouais. Et une journée ou 2 jours plus tard, il arrive avec une offre de quelqu'un qui connaît à 415, on va dire. Exemple. Le vendeur est content,
Lui, il voulait 400 000, il a inscrit 410, il vient d'avoir une offre à 415. Tout est beau, il n'y a pas de mal. La transaction est faite. L'acheteur du courtier a acheté la propriété et quelques mois plus tard, il la vend à 475. C'est ça, c'est illégal, qui doit être empêché. Grave. C'est pour ça. C'est cette situation qui arrive et qui est arrivée. Puis dans la situation où pas arriver. C'est ça. Puis quand le courtier est intéressé, c'est illégal. C'est sur notre code déontologique. Là, fait qu'il y a des recours importants contre. Fait que c'est ça. C'est vraiment grave de faire ça. Mais tu sais, dans la situation que tu parles à gauche, ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'afficher la maison sur le marché. T'sais. Exact. Parce que si c'est au moins affiché sur le marché, tous les acheteurs peuvent le voir. T'sais, là, au moins, le vendeur a eu la chance de vendre au plus offrant. Si après 2 mois, ça ne se vend pas, et là, c'est une situation différente. Sûrement que si ça valait 475 et qu'il l'affiche à 415, c'est sûr qu'il l'aurait vendu immédiatement. Peut-être même en surenchère. Mais si tu arrives avec une offre avant d'afficher la maison sur le marché, c'est ça qui est extrêmement grave. Parce que là, le vendeur, il se fait duper, il perd beaucoup d'argent. Puis la vraie valeur de la main. Puis le but du courtier, c'est de représenter les intérêts du client. Puis si vraiment le courtier représente ses intérêts, c'est d'avoir le meilleur prix possible. Ça fait partie de ça. Là. Fait que le courtier va avoir un manquement à son code déontologique. Exact. Et tu sais, lorsque j'ai fait la recherche, j'ai trouvé cet article très intéressant. Donc, en continuant sur le sujet, ce n'est pas seulement les gens qui appellent un courtier à qui ça arrive, mais cette situation arrive de plus en plus aux gens qui sont vulnérables. Oui, mais exactement. Comme des aînés. Exact. Donc, c'est ça l'article que j'aimerais qu'on en parle. Donc, des personnes âgées qui veulent mettre leur maison en vente voient parfois celle-ci être achetée à un prix réduit par leur propre agent immobilier oui. sous le couvert d'une compagnie à numéro. Ouais. Par la suite, celle-ci la revend beaucoup plus cher, parfois quelques mois plus tard. C'est vraiment ce que je donnais comme exemple avant de le laisser ça. Ça, c'est comme du vol. Hein? La maison vaut 500 000. C'est encore pire que la première situation qu'on a vue. Tu la jettes 400. C'est comme si tu volais 100 000 à la personne. T'sais. Voilà. Fait que, ben, ça, c'est vraiment, vraiment très grave. Mais c'est pour ça qu'idéalement, moi, ce que je conseillerais à des personnes, mettons, qui n'ont pas nécessairement accès à Internet, des personnes plus. Parce que souvent, maintenant, les personnes plus jeunes sont quand même beaucoup informées à cause d'Internet. Ouais. Ils connaissent quand même plus facilement la valeur de leur maison parce qu'ils ont accès à l'information. Les personnes plus âgées, mettons, qui ne seraient pas très technologiques, et moi, ce que je conseillerais, ce serait de faire venir 3 ou 4 courtiers, d'avoir 3 ou 4 avis. Après ça, c'est de choisir le courtier. Même au moins, les 4 courtiers vont faire leur propre évaluation. Puis aussi, ils vont peut-être avoir différents types de commissions là, à choisir. Fait de cette façon-là, ils ont moins de chances de se faire avoir. Mais tu sais, c'est vraiment rare quand même. Il ne faut pas prendre pour acquis que le courtier immobilier va être de mauvaise foi. Là. La majorité. Mais c'est comme dans n'importe quoi, des avocats ou des notaires malhonnêtes ou. Il y en a, mais c'est extrêmement rare. Mais si la personne en fait venir 4, il va être sûr à 100%. Ben, il va avoir plus de chances de ne pas se faire avoir. Exact. Et c'est vraiment scandaleux. Et c'est quelque chose d'illégal et d'immoral. Ouais. Et ça doit être exposé et l'OASIC doit dealer avec ça. Exact. Pour passer à l'autre sujet, donc tu comprends qu'il y a des gens qui... je crois que c'est à 70. Quand j'étais encore courtier immobilier, il y a 3 ans à peu près, 2 ans et 3 ans, il y avait la statistique qui disait que 78% des gens ne feront pas affaire avec leur courtier immobilier qui venait de faire affaire à cause de la communication. OK. Et dans cette communication, il y a des situations comme ça, mais il y a aussi la commission. OK? Et c'est ce que j'aimerais qu'on en parle. 70% des courtiers. 78% des clients ne referaient pas affaire avec leur courtier immobilier. Ça, c'est ceux qui ont fait affaire avec un acheteur ou avec le vendeur? Un courtier immobilier. Acheteur ou vendeur.
Fait que la personne a fait affaire qu'un courtier. Quand elle refait affaire qu'un autre courtier, éventuellement, 70% des personnes ne font pas affaire avec le même courtier, c'est ça? Avec le même courtier. 78%, oui. OK. Dû à la communication. OK. Et maintenant, quand on voit des choses comme ça qui se passent, et lorsqu'on voit que la commission elle a resté à peu près la même Ouais. depuis que je suis au Canada, depuis 30 Et moi, ans. j'ai vu quand même une petite baisse, là. Oui, définitivement. Il y a eu une baisse, c'est vrai. Il y a eu peut-être 1%, 2%. Ouais. Mais quand même, ça reste un bon montant. Ouais. Et c'est de ça que je voulais qu'on en parle. Est-ce que c'est quoi les raisons qui te donnent les clients qui veulent faire affaire avec toi et qui ne veulent plus faire affaire avec leur courtier immobilier habituel? Écoute, je ne pose pas souvent trop de questions de ça par rapport à ça parce que moi, je m'en fous un peu de savoir comment que les autres agissent. Là. Mais quand ils choisissent un autre courtier, c'est souvent arrivé, c'est souvent il ne répond pas au téléphone ou des choses comme ça. Fait que tu as raison que ça a rapport avec la communication. Mais c'est souvent ça, parce que dans les faits, si le courtier est vraiment présent, il risque d'être vraiment satisfait. C'est pas souvent, c'est pas parce que la commission était trop chère, parce que tous les courtiers, ça ressemble à la commission. Puis la majorité des courtiers, ils savent comment travailler dans le côté juridique des offres d'achat. On ne m'a jamais dit que c'est à cause de ça, mais souvent, c'est à cause de ça. Il n'y avait pas vraiment de communication ou de feedback. T'sais. Fait que, le suivi, c'est extrêmement important. Quand tu affiches une maison sur le marché, en tant que courtier, c'est vraiment important d'appeler tes clients chaque semaine, chaque 2 semaines. S'il n'y a pas d'activité, tu essaies de trouver des solutions. Puis ça rapporte la mise en marché. Pourquoi que la propriété, elle ne se vend pas? Des fois, c'est pas juste le prix. Peut-être que tu as oublié d'afficher qu'il y avait 2 stationnements. Un condo, là, c'est extrêmement. Si tu dis qu'il y a juste un stationnement, puis finalement, il y en a 2, ou potentiellement, il y a beaucoup de stationnements visiteurs de disponibles. C'est le genre d'affaires qui pourrait faire en sorte que les gens n'appellent pas. Fait que moi, je dirais que c'est communication suivie. Là, tu l'as dit, c'est pas mal ça. Là. Mais sinon, c'est ça. C'est pas dans mon intérêt de savoir comment les autres courtiers travaillent. Là. Moi, tant que moi, ça va bien, je me concentre sur moi-même. Là, c'est ça qui est important. Très bien, David. Check. Parlant de la commission, c'est le monsieur de Francis Gosselin, qui se pose la question si les courtiers immobiliers sont trop chers. Donc, selon lui, pour régler la crise du logement, il faut s'attaquer au coût de construction de logement, obviously. Mais il devient de plus en plus critique de se pencher aussi sur les coûts de transaction de la part du lion revient au courtier immobilier. Il y a eu le recours collectif contre l'ANAR et elle a payé près d'un demi-milliard de dollars en compensation. Ouais. Ça, c'est aux États-Unis. Oui. Donc, ce que cette entente dit, c'est que les courtiers vendeurs ne devront plus négocier pour les courtiers acheteurs, si on veut. OK? Ça c'est aux États-Unis, là. C'est pas encore au Canada, mais on peut en parler parce que ça s'en vient. C'est-à-dire qu'un courtier immobilier vendeur qui est appelé par son futur client et il inscrit une propriété à 500 000 et ils vont une commission de 2 pour le vendeur et 2 pour l'acheteur en moyenne, là, okay, ouais. Pour des exemples. Alors, il va avoir un contrat avec le vendeur à 2 seulement. Mm-hmm. Son côté de transaction, si on veut. Ouais. OK? Et de toute façon, au Québec, les contrats de courtage achat exclusifs sont obligatoires maintenant. Fait que tu vois que c'est une étape, là. Ils ne sont pas obligatoires, là, mais OK. Ils ne sont pas obligatoires? Non. Alors, c'est quoi en autant que tu fasses signer, si tu es un acheteur que tu représentes, ben, tu ne le représentes pas, en fait. Il faut que tu fasses signer un avis de CCA à l'effet que, exemple, tu fais une offre d'achat sur une maison, tu par un autre immobilier, mais toi, tu es un acheteur. Il faut que tu lui fasses signer un avis CCA qui dit que tu représentes les intérêts du vendeur, même si c'est toi qui fais l'offre d'achat. Oui. Mais si tu commences avec un acheteur
Tu es obligé d'avoir un contrat de courtage achat. Non. Non, non plus? Non. C'est bon, écoute, explique. Mais non, mais c'est juste que tu ne leur présentes pas ses intérêts à lui. Fait que c'est mieux d'avoir un contrat acheteur, là. OK. Moi, ça m'est arrivé, là, tu sais, j'avais un acheteur, il voulait visiter telle maison, ça s'est fait vite, puis j'ai pas eu le temps de signer de contrat achat avec lui. Moi, en général, j'en signe des contrats achats, là. Mais écoute, on est allé voir la maison. J'ai fait signer un avis CCA à l'effet que je représentais le vendeur. Mais là, j'ai expliqué, tu Non, sais, mais là, tu que représentes le vendeur. non, je représente l'acheteur. Mais tu représentais le vendeur aussi. Oui, mais c'est ça, les courtiers acheteurs qui n'ont pas de CCA, il faut que tu fasses signer des avis CCA aux acheteurs en disant que tu représentes l'intérêt du vendeur, même si tu es le courtier de l'acheteur. Mhm. Fait que là, OK. c'est comme. Mais là, c'est une petite particularité dans la loi. Tu es mieux de signer un contrat achat. Là. Fait que là, exemple, le vendeur, il y a un courtier. Le vendeur va avoir un courtier qui vend sa propriété. Toi, tu es un courtier qui a un acheteur. Tu visites la maison avec l'acheteur. Puis, tu fais signer un avis CCA qui explique à ton acheteur, si tu n'as pas de CCA, qui explique que tu représentes aussi les intérêts du vendeur. C'est un peu absurde, cette partie-là. Parce que dans les faits, tu visites avec l'acheteur. Il y aurait juste de dire que les contrats achats sont obligatoires rendus là, en tout cas. Ben, c'est ça, parce que c'est pas mal ça que les gens comprennent. Je sais. Les gens ils pensent que. Là, c'est pour ça que je voulais peut-être parler de double représentation, mais on pourra en reparler plus tard dans un autre podcast. Exactement. Les gens, tu vois ici, là? Ouais. C'est un peu mélangeant. Mais c'est un formulaire obligatoire que tu ne peux pas prendre un autre formulaire. C'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas prendre un autre formulaire que ce contrat prévu à cet effet-là. Nice. Mais c'est pas obligatoire de l'avoir nécessairement avec l'acheteur. Got it. C'est une bonne mais c'est parce que l'affaire, précision c'est que à faire. les gens, c'est quand même mélangeant. Mais ouais, mais c'est parce que théoriquement, tu ne représentes pas ton acheteur, même quand tu le représentes sans contrat. Tu sais. Parce que tu fais signer un papier comme si tu ne le représentais pas. Puis que tu représentes le vendeur qui a déjà un contrat en vendeur. Parce que c'est un petit peu absurde, là, tout ça. Là. Mais il voulait quand même, parce qu'un acheteur qui ne veut pas être représenté et qui ne veut pas signer de contrat acheteur, tu sais, c'est quand même possible. Ça lui permettait quand même d'avoir un courtier immobilier qui remplit les documents pour lui. Là. Mais c'est un petit peu. En tout cas, le monde sont vraiment mélangés dans tout ça. Puis ils pensent qu'ils ne peuvent plus nécessairement pas avoir de courtier immobilier. Tu sais, quand ils vont avoir une maison vendue par un courtier immobilier, là, ils pensent qu'ils sont obligés d'avoir leur courtier. Mais ce n'est pas le cas non plus. En autant qu'ils ont été informés de leur droit d'aller chercher un courtier immobilier, puis qui ont été informés que le vendeur, le courtier inscripteur représente seulement les intérêts du vendeur. Tu sais. Ouais. Ça fait du on sens. en reparlera de tout ça, là, parce que c'est un petit peu mélangeant. Oui, on ferait un podcast exact. Pour préciser. OK, alors, c'est ça. Donc, je crois que les gens ont compris. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire quand il y a un courtier-vendeur qui va prendre 2% du 4? C'est juste ça qu'il va avoir comme contrat avec son vendeur. Là, les gens, pour qu'ils puissent savoir la dynamique, c'est ça. Quand moi je signe un contrat pour vendre une maison, il y a une partie que je vais donner au courtier collaborateur. Fait que le courtier qui a son acheteur, il faut le rémunérer, puis je lui donne une partie. Fait que, exemple que je signe 4, habituellement, je vais donner 2% au collaborateur, puis moi, je prends 2% à moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais. Puis dans le marché, c'est du 2% en montant. Fait que, mais si je donne moins de 2%, peut-être que ça va faire en sorte que certains courtiers qui vont désavantager ma maison au détriment d'une autre parce que pour eux autres, le courtier va vouloir du 2%, peut-être plus que du 1,5%. Mais la loi, elle l'interdit ça. Le courtier ne peut pas choisir pour conseiller une maison en fonction de la commission. Il ne serait pas supposé regarder combien que. Si l'acheteur est intéressé par une maison, il ne faudrait pas qu'il regarde la partie qui lui est attribuée. Parce que s'il influence la décision de l'acheteur juste à cause de la commission, c'est un conflit d'intérêt. Tu sais. Voilà, exactement. Mais là, c'est ça le point. C'est ça, tu sais. Mais tu sais, j'y crois plus ou moins ça maintenant parce que les acheteurs ont tellement accès à plein de maisons. C'est vrai un peu, là, tu sais, le courtier pourrait peut-être influencer. Mais tu sais, l'acheteur qui voit une maison qui l'intéresse vraiment beaucoup, qui dit « Je veux visiter cette maison-là », qui l'a vue sur Internet. C'est pas le courtier qui va l'arrêter, hein? Il n'aura pas le choix d'y aller. Tu sais. Mais j'ai déjà des situations où la maison était neuve, puis la commission, c'était vraiment dérisoire par rapport au marché. Là, tu sais, ça ne concerne pas l'acheteur, mais c'était comme un montant forfaitaire de 1 000 mettons. Okay. Ce qui est vraiment bas dans le marché. Fait que là, le courtier n'était pas content, tu sais, parce que
C'est juste que c'est des amis à moi qui m'avaient expliqué cette situation-là. Là. Il y avait un autre courtier, puis c'est ça. L'autre courtier, il semblait comme un peu grincheux parce que la commission était vraiment, vraiment faible. Puis souvent, dans les constructions neuves, on peut en voir, c'est des petites commissions comme ça, collaboratrices. Perfect. Donc, je peux finir avec ce sujet. Donc, plus loin, ça dit que pour 1000 habitants, il y a 6 courtiers aux États-Unis, 4 au Canada, 2 au Québec. Ah, au Québec, on n'est pas nombreux. Exact. Et c'est 1,5 en France. OK. Et 0,75 au Royaume-Uni, UK. OK. Mais aux États-Unis, ça ne tombe même pas de bon sens. Exact. Et ça c'est maintenant. Hey, 6 par 1000 habitants, il ne reste plus beaucoup de clients au bout de la ligne. Hein? Mettons que tout le monde se divise les clients équitablement. Là, exact. Exact. Ça laisse même pas 200 clients par. Puis ça, les 200 habitants, il y en a qui vivent dans la même maison. Là, fait que, mettons, chaque courtier aurait 150 clients divisé en deux s'il y a des ménages. Ouais. Voilà. Fait que la compétition est féroce là-bas. Là. Exact. Tout est exagéré aux États-Unis. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. tout. Donc, avant de passer au droit de réplique là, pour la commission, j'aimerais que tu puisses faire ton anecdote. Oui, ben c'est ça. Ben, mon anecdote, c'est parce que c'était par rapport à la double représentation, mais c'est juste pour dire, ça fait 3-4 fois que moi, j'ai des maisons à vendre. Les acheteurs sont vraiment tous mélangés. Là. J'ai un acheteur qui m'appelle, tu sais. Il m'appelle pour une maison, mais il dit, j'ai pas le droit de venir la visiter, il faut que j'aille mon courtier. Là, j'ai dit, moi, je suis obligé de te conseiller d'aller chercher un courtier. Après avoir été informé de ton droit, tu n'es pas obligé de venir avec un courtier, en autant qu'il a été mis au courant. Tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Puis ça fait deux acheteurs sur 2 maisons différentes qui font leur offre d'achat eux-mêmes. Mais tu sais, quand je dis eux-mêmes, c'est moi qui la remplis, là, mais ils ont décidé de ne pas prendre de courtier immobilier. OK. Pour X raisons. Là. Mais tu sais, moi, ça ne me change rien. Mais là, théoriquement, moi, je n'ai pas le droit de rien leur dire par rapport à ma commission. Là. Tu sais, je ne pourrais pas, exemple, dire parce que moi, souvent, je réduis dans mes contrats vendeurs, je vais réduire ma commission. Fait que je signe un contrat à 4 %, mais je donne 2 % au courtier collaborateur. Fait que moi, je prends 2 pour moi, puis je donne 2 au courtier collaborateur. Si c'est mon acheteur en direct, je réduis ma commission. Je ne prends pas la pleine commission parce qu'initialement, je t'ai payé 2 Fait que je ne prends pas un salaire de 4 fait que je vais réduire ma commission, par exemple, à 2,5 fait que si c'est en direct, c'est 2,5 mais ça, je ne pourrais pas le dire à l'acheteur qui m'appelle. L'acheteur qui m'a appelé l'autre fois, il dit oui, je suis obligé de lui dire va chercher un courtier immobilier. Il faut que je t'informe de ton droit à l'effet que je ne te représente pas puis je représente les intérêts de mon client. Si je lui dis OK, c'est correct, je vais venir visiter tout seul, mais je ne pourrais pas lui dire ah, c'est bon parce que justement, à cause que je baisse ma commission, peut-être que ça serait plus négociable. Parce que ça ira à l'encontre des intérêts de mon client. Moi, mon but, c'est que mon client ait le plus d'argent possible. Puis aussi, ça inciterait peut-être l'acheteur à faire affaire avec moi. Fait que je ne peux pas rien dire pour le convaincre d'y aller en direct parce que il y a la commission, il y en a encore qui peut-être qui se gardent une commission de 4 t'sais. Fait qu'il essaierait peut-être d'influencer l'acheteur pour qu'il fasse leur 4 là. Mais bref, tu ne peux pas faire ça. Fait que l'important, c'est pas une grosse anecdote, c'est juste de dire c'est juste que c'est encore possible. C'est pour ça qu'on va faire un podcast là-dessus, là, parce que les acheteurs sont vraiment mélangés et ils savent qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit. Mais ça fait 2 que je fais dernièrement de cette façon-là. C'est des personnes. Mais je ne sais pas pourquoi que les gens ne veulent pas être représentés par un courtier. Dans les faits, ça ne leur coûte pas d'argent. Là. Mais ils prennent cette décision-là, puis c'est ça. Cool. Et là, on va continuer à rester dans le sujet de la commission. J'aimerais qu'on clarifie. Donc, au Québec, la commission d'un courtier immobilier est la rémunération que le courtier reçoit pour ses services lorsqu'il aide à acheter, vendre ou louer une propriété. Cette commission est généralement un pourcentage du prix de vente. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques points pour
simplifier et expliquer la commission aux gens. OK, mais la commission, c'est quoi? C'est la rémunération du courtier immobilier qui va être payable seulement avec le résultat de la vente. Donc, si la personne ne vend pas, elle n'a pas à payer. Des fois, on peut penser, oui, ça peut sembler cher, mais tu vas payer avec le résultat. Puis avec un prix que tu vas avoir eu puis que tu vas être content. Puis dans le marché actuel, depuis la COVID, c'est pas mal du 4 dans le résidentiel. Avant, il y en avait du 5-6 parce que aussi avant, c'est ça. On essayait de donner le plus possible la part du courtier collaborateur. Là. Plus que tu donnais, plus ça avait de chance. Parce que c'était difficile de vendre, il y a 10 ans. C'était un marché, je me souviens très bien. un marché d'acheteurs. C'est exactement ça qu'on faisait. C'est ça. Mais au final, la loi a dit, on faisait ça pareil, mais la loi a dit que le courtier n'est pas supposé être influencé par ça. Mais on est des humains. C'est ça, exact. Mais là, la personne qui voit qu'il y a un 3 peut-être que là, elle envoie cette maison-là à son client. Fait que plus tu donnes une grosse part, des fois, ça peut influencer les chances de vente. Fait qu'on envoyait du 5-6 même du 7 c'est déjà arrivé. Mais depuis la COVID, les prix sont tellement chers. Quelqu'un qui signe à 5 ou à 4 risque de pouvoir vendre sa propriété. Peut-être que là, des fois, certains types de maisons en ce moment qui est plus difficile, ça pourrait revenir un peu. Mais du 4 c'est bien suffisant. Puis justement, c'est ça. Puis là, évidemment, qu'est-ce qui est important de demander au courtier? Qu'est-ce que ça comprend la commission? Qu'est-ce que le courtier va faire? C'est quoi les services inclus? Exact. Mais moi, un des services vraiment importants que j'offre avec la commission, c'est que je suis toujours présent pour les visites. Sauf exception, là, si le vendeur est au courant et qu'il est d'accord avec ça. Mais la majorité des courtiers, là, ils vont mettre une boîte à clés. Ou quand c'est un courtier avec un acheteur, il va les laisser aller visiter la maison tout seul. Mais tu sais, au prix qu'on est payé, je pense que c'est important d'être là et de vendre la propriété. C'est nous qui la connaissons. En tout cas, c'est nous qui fait la mise en marché. Moi, je suis toujours présent lors des visites. Mais c'est quand même rare de voir. Je ne peux pas parler pour les autres, là, mais c'est pas tous les courtiers qui font ça. Oui, c'est vrai que ça influence positivement quand que le courtier vendeur est présent. Ça, c'est clair. Exact. Puis moi, c'est quelque chose que je demanderais, que mon courtier soit présent pour chaque visite. Là. C'est ça. Ça, c'est un service que moi, j'offre. Fait que ça fait partie des services. Est-ce qu'après ça comprend des publicités? Est-ce que ça va comprendre le paiement, un petit cadeau pour payer la quittance? Oui, c'est ça. As-tu le droit maintenant? Oui, tu as le droit d'offrir. Mais tu es rendu là, la quittance. Mais ça, la quittance, c'est rendu plus cher que c'était aussi. Oui, c'était 586. J'étais chez le notaire hier, puis c'est rendu 1000. En tout cas, à charge de 1000. C'est un petit peu cher. Non, mais j'ai vu un article hier ou avant-hier aussi, que les frais notaires vont beaucoup augmenter. Ben oui, ça c'est sûr. Là. Ça fait quasiment. Ça n'a pas beaucoup augmenté là, si tu regardes depuis 10 ans. Là. Et tu t'imagines, il y avait, je me souviens, il y avait un notaire qui était pas content, puis il voulait devenir courtier. Ça n'a pas marché. Parce qu'il disait oui, à Longueuil. Il avait investi comme 50 000 en publicité. Il pensait que ça va marcher parce qu'il y avait des clients tout le temps, right? Tout ce que lui, il faisait comme dans le temps, il y avait même c'était 785, 920, l'acte notarié, là. Je ne parle pas de la quittance. Mais moi, mettons, quand j'ai commencé, moi, c'était 1000. Moi, il y a déjà eu 785, 925. J'ai déjà vu en bas de 1000. 750. Mais moi, ça a été 1000 longtemps, autour de 1000, mettons. Là. Ouais. Puis là, depuis 3 ans, ben là, ça a explosé. Exact. Mais en même temps, le notaire, ça, c'est la preuve, tu sais. Admettons, tu es notaire, là, tu mets ton bureau au coin de la rue, tu vas avoir des appels. Parce que c'est dur de trouver des notaires. Ils sont beaucoup occupés, puis les gens vont beaucoup chercher le notaire. Puis il n'y en a pas beaucoup des notaires. Mais tu sais, des courtiers, il y en a quand même beaucoup. C'est pas parce que tu deviens courtier que c'est plus facile. Là. Il aurait peut-être dû rester notaire, finalement. Voilà. Ben, il est revenu notaire. Ah, OK. Il avait gardé ouais. Ensuite, c'est quoi l'entente? Comment qu'on fait l'entente? C'est quoi les points précis d'une entente de courtage, un contrat de courtage? Ben là, évidemment, ça va être le prix de la maison. Après ça, si c'est un contrat exclusif ou non exclusif, maintenant, il y a des contrats non exclusifs que tu peux signer avec le courtier que si c'est lui qui vend, ça va être 30 Si c'est toi qui trouves l'acheteur, il n'y aura pas de commission. Fait que tu peux vendre sans courtier, même si c'est un contrat. Fait que le courtier, il peut sécuriser les acheteurs qu'il va faire venir. Fait que c'est quand même intéressant pour ça.
Avant, il n'y Donc, avait pas ça. est-ce que tu veux dire qu'une personne qui a une maison à vendre à 500 000, il t'appelle toi et il donne 4 mais aussi il peut la mettre sur du proprio? Au Exact. même prix, je suppose, qu'il y a une condition. Moi, j'accepterais pas ça, mais c'est quelque chose qu'il pourrait faire. Mhm. Ou il peut vendre par lui-même, tu sais. Fait que ça, c'est le contrat exclusif en exclusif. Ça, il y a le prix, évidemment. Après ça, ben là, évidemment, il y a tous les services. Tous les services inclus que tu voudrais que ton courtier offre, tu pourrais les écrire dans le contrat. Tu sais, c'est quoi la mise en marché qu'il va faire aussi. Tu sais, la mise en marché, là, c'est quoi? C'est surtout juste d'afficher sur Centris, Realtor, MLS. Tu as pas mal tout le plus gros de la visibilité que tu vas offrir à la maison. Ouais, mais oui. Mais après ça, c'est de donner les bonnes informations. Fait que c'est extrêmement important de savoir qu'est-ce que le courtier met sur la fiche. La fiche descriptive, là, c'est ça qu'il va faire. C'est ça la mise en marché. C'est de donner les bonnes informations de la propriété. Bref, les autres choses que dans le contrat, ben là, il y a la commission, combien qu'on va donner au courtier collaborateur. Le gars qui signe, admettons, à 5 il se prend 3 puis il donne 2. Là, tu pourrais dire, ben là, pourquoi toi, tu prends 3? Mais tu sais, il pourrait peut-être justifier, tu sais, mais moi, j'ai plus de dépenses parce que j'ai plus de publicité, mais tu pourrais peut-être négocier à la baisse parce que ça se négocie. Puis, il y a beaucoup de courtiers sur le marché. Fait que c'est facile de dire, ben là, si tu veux pas, je peux prendre un autre courtier. C'est quand même facile de négocier, je pense, avec un courtier. Là. Mais moi, absolument, j'arrive chez un client, je donne tout de suite le prix plancher. Moi, c'est 4 c'est 2,2. Moi, c'est toute la même chose pour tous mes clients, pas de chicane. Puis, si les gens ne veulent pas, ben c'est ça que j'offre. Puis voilà. Si la personne ne veut pas, ben, c'est rare que je négocie là-dessus. Là. Les autres choses incluses dans le contrat, ben là, il faudrait que j'aie le contrat devant moi, mais c'est pas mal ça. Tu vas inclure les délais. Une autre affaire importante à plus du prix, c'est le délai que tu veux dire sur Centris. C'est combien de jours que tu veux quitter la propriété après avoir reçu une offre d'achat. Le délai d'occupation. Occupation puis acte de vente. Fait que ça, c'est assez important. Ça, c'est important parce que c'est quoi tes plans dans le futur, mais le courtier va pouvoir conseiller en fonction de ça. Fait que ça, c'est pas mal les gros points qu'il y a dans le contrat, je dirais. Puis la durée du contrat, évidemment. Durée du contrat plus est-ce que le contrat a été révocable? Ça, c'est extrêmement important. Parce que si tu signes que le contrat a été révocable pendant 1 an, tu peux pas changer de courtier. Un courtier, normalement, exemple, tu ne veux plus vendre, le courtier va mettre la maison hors marché, mais pendant toute la durée du contrat, tu ne peux pas revendre à un autre courtier. Fait qu'il faudrait que tu annules le contrat ou que tu résilies le contrat si tu veux faire avec un autre courtier. Parce que le contrat de base, si on ne spécifie pas irrévocable, il est révocable. Exact. Quand tu envoies une simple lettre au directeur de l'agence. Exact. C'est ça. Je me souviens. Fait que les révocabilités, ben là, ça, c'est extrêmement important. Moi, mes contrats sont toujours révocables en tout temps. Mais voilà, j'oblige personne à vendre. Et voilà. Je me suis jamais fait avoir. Quelqu'un de malhonnête pourrait théoriquement annuler mon contrat, vendre à une autre personne, même si c'est un acheteur qui était venu et qui avait vu la maison par une mon-annonce, exemple. Mais j'ai jamais eu de personne malhonnête. Je prends tout le temps pour que les gens sont de bonne foi. Puis au moins, de cette façon-là, mes clients, moi, quelqu'un qui ne veut plus vendre, ça m'est souvent arrivé, là, il ne veut plus vendre, il m'appelle, il dit hey, David, je vais mettre fin au contrat. Pas de trouble, je mets fin au contrat, mais voilà. 1 an après, il m'appelle Hey, OK, je suis prêt à remettre la maison à vendre. Il n'y a pas eu la pression de devoir honorer son contrat jusqu'à la fin. Puis c'est ça. Puis si jamais il veut changer de courtier, ben il peut le faire. T'sais. Perfect. Ça a été très bien expliqué, David. Très précis. De la bonne information. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport à ça? C'est pas mal ça. Prochain podcast, on parlera de la double représentation. Là. Je pense que ça, les gens, ça pourrait peut-être les aider un peu là, parce que c'est quand même mélangeant avec les nouvelles lois de l'OACQ. Exact. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, moi non plus, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Merci tout le monde. Ciao.